Bienvenue à tous pour ce format qu'on teste et qu'on a plaisir à vous proposer. C'est un face-à-face. Et donc mon invité qui est un peu surprise, les circonstances étaient un petit peu surprenantes, mais c'est un plaisir de l'avoir avec moi et de pouvoir échanger un petit peu sur son vécu, sur son expérience. Il ne faut pas se fier à ses cheveux blancs parce qu'il a plein de choses à nous raconter et il a vécu plein de belles choses, notamment aux Jeux paralympiques de Pékin en 2008. Je souhaite la bienvenue et mes meilleures salutations à Yvon Buchmann. Bienvenue à toi, Yvon, dans ce face-à-face. Merci et bonjour à tout le monde, à tous ceux qui écouteront. Écoute, je vais te demander déjà de te présenter un petit peu en quelques mots pour qu'on puisse te connaître et puis saisir un petit peu les circonstances qui t'ont fait participer aux Jeux paralympiques. D'accord. Mais écoute, comme tu l'as déjà dit, je m'appelle Yvon Buchmann, j'ai 69 ans, d'où mes cheveux blancs. Je suis marié, deux enfants, et puis j'ai participé aux Jeux paralympiques parce que je suis en fauteuil roulant depuis l'âge de 19 ans, suite à un accident de plongeon dans une piscine à Strasbourg. J'ai cogné au fond d'une piscine et c'était pas assez profond, d'où une fracture cervicale, ce qui m'a entraîné une paralysie partielle ou complète selon les endroits du corps, quoi. Qu'est-ce qui t'a amené du coup à commencer la pratique sportive, à t'y intéresser et finalement à aller jusqu'au sommet? Ben écoute, j'étais déjà sportif avant mon accident. C'était surtout dans l'athlétisme cross-country. J'ai un frère qui était très fort, qui a eu des résultats. Et donc tout ce qui était sportif, je dirais qu'à l'époque et pendant longtemps, c'est le journal de l'équipe qui était ma Bible. Et puis après, en rééducation, c'est les séances de sport qui ont pour moi été les plus intéressantes. Il y a la kiné, il y a l'ergothérapie, il y a toutes sortes d'activités pendant la rééducation, mais l'activité sportive l'après-midi de 15h à 16h, où on faisait du basket, c'était vraiment le plaisir pour tout le monde. Ta bascule entre être sportif valide, l'accident, et puis au final, cette passion du sport qui perdure malgré le handicap, elle a été assez naturelle ou quand même tu as dû te faire violence pour pouvoir rentrer dans ces choses-là? Non, non, ça a été très naturel, c'est même été un plaisir de découvrir ça. Et qu'on pouvait s'amuser avec un ballon ou faire d'autres choses en fauteuil. On avait des profs d'éducation physique qui étaient fantastiques et puis qui nous ont stimulés. Et puis d'emblée, c'était l'activité préférée de tout le monde. Le premier sport, c'était le basket. Puis ensuite, c'était le tennis, où j'avais aussi fait des compétitions nationales. Et le handbike, c'est venu suite à la naissance des enfants, où à un moment donné, je cherchais un moyen de pouvoir me promener avec eux et se balader en vélo, avec leur petit vélo, et pouvoir me déplacer avec eux. Donc ça me permettait d'accéder à des endroits, dans les forêts, sur des pistes cyclables, des lieux où jamais je n'allais auparavant. Et de redécouvrir un petit peu tout ce qui était nature. Enfin, c'était un réel plaisir de découvrir de pratiquer ce sport et de découvrir un petit peu ces joies de la nature, quoi. Comment, au niveau des compétitions, du coup, comment ça se passe exactement? Ça veut dire que tu t'es retrouvé dans le club avec tes amis à rapidement performer, à rapidement être peut-être dans des compétitions nationales et puis après internationales. Ça s'est passé comme ça, de manière logique? Absolument, parce que l'ami dont je t'ai parlé, c'était déjà un compétiteur, lui, né. Il avait déjà participé à d'autres Jeux paralympiques en tant que nageur. Et puis c'est le type qui arrive à entraîner, à stimuler tout le monde. Et n'hésitez pas, tous ceux qui étaient inscrits au club, ils participaient aux compétitions automatiquement, quoi. Il n'y avait même pas trop d'avis à demander, ils nous inscrivaient. Et puis les courses régionales, bon, en e-sport, il y en avait quelques-unes, c'était
plutôt les courses nationales, mais je dirais que c'est les courses internationales qui existaient avant les nationales en handbike. Ça veut dire qu'il fallait déjà se confronter aux meilleurs Européens, je suppose, Europe et monde, avant même que ça soit structuré au niveau français? Au départ européen, parce qu'il y avait tous ces gens qui pratiquaient du handbike en Europe, ils ont constitué une fédération et puis ils ont monté une compétition qui s'appelait European Handbike Circuit. Donc ça se passait au départ dans 6 pays européens et étalé sur une saison. Donc, et puis en marquant des points à chaque course. Des courses qui généralement font dans une quarantaine, cinquantaine de kilomètres au maximum. En ligne. En Ouais, ligne. ouais, c'est long. Ouais. Ouais, ça passe. Enfin, ce que je veux dire, c'est que c'est plus de l'endurance que de la vitesse, quoi. Absolument, oui, alors on est dans les sports énergétiques complets, mais il y a aussi le contre-la-montre qui fait partie puisqu'on est assimilé au cyclisme en handisport. Donc ça c'était déjà au jeu de Pékin, les deux disciplines, c'est-à-dire contre-la-montre et course en ligne, ou Mais la première apparition du handbike, c'était à Athènes en 2004, où j'ai raté de peu, ça m'a d'ailleurs beaucoup frustré. Il y a eu des petits soucis durant la saison, donc évidemment. Et au début, lorsqu'un nouveau sport est accepté au jeu, le nombre de personnes retenues est très limité. Donc, dans ma catégorie, en France, il n'y avait qu'une personne qui était susceptible d'y aller. Finalement, il n'y en a eu aucune. Mais c'est-à-dire qu'il y a un certain quota par discipline en cyclisme, donc il n'y a pas que dans le bike, il y a des gens qui font du vélo normal, qui sont amputés d'une jambe, qui amputé d'un bras. Enfin, il y a toutes les versions, il y a toutes les catégories. Donc, il y a un certain quota, je ne sais pas, et, ils emmènent 25 cyclistes, et puis selon les résultats, et selon les catégories, il y a tant et tant de gens. Donc, en bike, il y avait juste une personne qui étaient sélectionnés, ouais. qui était sélectionnable, voilà. Si on rentre du coup donc tu rates en 2004 à Athènes, en 2008 du coup tu fais partie des sélectionnés. Comment ça s'est passé? J'aimerais bien savoir si c'était un rêve, un aboutissement pour toi, ou encore une fois si c'était la suite logique de tes performances. Ben, c'était plutôt une suite logique, parce qu'auparavant, il y a eu des championnats d'Europe, des championnats du monde durant les 4 ans entre Athènes et... D'ailleurs, après Athènes, j'avais arrêté de faire le handbike pendant 2 ans. J'étais tellement déçu, enfin bref, je me suis dit, bon, j'ai fait mon temps. Et après, ça m'a repris, 2 ans après, en voyant s'approcher Pékin. Et puis, j'ai tout de suite, j'ai réussi à être champion de France. Donc ça met déjà tout de suite quelques points de côté pour éventuellement être sélectionné. Et puis, il y a eu il y a des championnats d'Europe, il y a les championnats du monde. Tout le parcours habituel de chaque sportif qui compte, évidemment. Les championnats du monde, les championnats d'Europe, ça, c'est très Ouais, et puis il n'y important a pas de pour... passe droit, c'est la même chose que pour les valides. Il y a ça se fait, oui, c'est ce que tu disais, ça se fait au point, du coup, que tu accumules au niveau des compétitions. Euh, Mais ça n'a pas été, comment dire, l'objectif, ça s'est fait vraiment naturellement. On savait que les Jeux paralympiques Pékin approchaient, donc tous ceux qui font de la compète, ils pensent à ça. C'est l'aboutissement de chaque sportif. Et puis, si à un moment donné, les deux sont liés. Ça devient le but et ça se fait naturellement aussi. Mais à partir du moment où c'est devenu comment dire, l'objectif principal, paradoxalement, le plaisir commençait à s'estomper parce que il y a une telle pression de résultats que qu'à certains moments, je trouvais plus ça tellement, tellement intéressant. Mais bon, Ça, c'était avant ta participation au jeu ou ouais, donc est-ce que tu y allais un peu à reculons, enfin pas à reculons, mais en sentant que c'était les derniers, quoi. en sentant que c'était les premiers, les derniers, et avec la pression surtout. Parce qu'on a envie de bien faire, on n'a pas envie de décevoir. Déjà que l'année précédente, les Paralympiques, c'est très très stressant à cause des résultats. Et on a un petit peu, comment dire,
à chaque grand événement sportif, comme des championnats du monde, des championnats de France, championnats d'Europe, on a peur de se rater, donc ça met la pression et puis ça gâche un peu le plaisir. Pour ce qui me concerne, c'était ça, quoi. Du coup, tu es sur une course. Tu sais très bien que c'est une course et il faut pas la rater en fait. Quand tu arrives sur Voilà. ouais. Comment tu as abordé ça justement en arrivant sur du coup les JO, enfin les Jeux paralympiques du coup. Est-ce qu'il y avait quand même l'excitation? Je suppose, voilà, on rêve tous de cette entrée dans le stade, de comment ça se passe, de découvrir comment le village, enfin voilà, l'émulation et tout. Comment t'as vécu ça, toi? Ben, il y a déjà eu l'avant Pékin qui consiste à avoir les stages avec l'équipe nationale. Tout ce qui est préparation dans tous les domaines, hein, que ce soit physique, diététique, psychologique, tout ça c'était très très intéressant. On est déjà, comment dire, dans le bain bien avant d'arriver sur le lieu à Pékin, donc en l'occurrence. Et ensuite comment dire, de voir un petit peu faire partie de l'équipe de France quelque part, c'est quand même un plaisir, c'est une fierté. Et puis de voir tout le soutien, et puis la logistique, et puis le stage avant Pékin, de recevoir tout son équipement, c'est quelque chose qui est inoubliable. Ensuite, Pékin même, c'est bizarre, l'Asie c'est vraiment le dernier lieu où j'avais envie d'aller visiter, et puis c'était vraiment un souvenir extraordinaire. J'étais très très impressionné par la Chine, et le village olympique c'est quelque chose que, enfin tous les sportifs pourront te le dire, c'est vraiment quelque chose qui est unique, avec la séance, avec la cérémonie d'ouverture, plus la cérémonie de clôture et toutes les compétitions, tous les athlètes qu'on rencontre dans le village. Enfin, c'est une ambiance vraiment très très particulière qui mérite d'être vécue, quoi. Et individuellement, ton approche de la course, je sais que tu parlais tout à l'heure de stress qui prenait un petit peu le pas dessus. Comment est-ce que tu as préparé ta course? Comment ça s'est passé pour toi? Ben, il y a eu quelques entraînements avant la compétition, bien entendu. Les entraînements, ça s'est bien passé. Mais plus ça approchait, plus j'étais stressé. Et d'ailleurs, la veille de la compétition, j'ai quasiment pas fermé l'œil et ça m'a complètement plombé le lendemain. Moi, je suis un peu. Il y en a pour qui le stress, ça les booste. Moi, au contraire, c'est plutôt le stress négatif qui me plombe totalement pour la course du lendemain, quoi. Quelle clé t'as trouvé du coup pour essayer d'aller mieux? Comment est-ce que tu faisais? Bah écoute, à un moment donné, dans le village olympique, en me baladant, c'est immense, le village olympique. J'ai vu que je suis rentré, c'est une chapelle. Il y avait comment dire, des bâtiments qui étaient réservés pour les personnes pour les athlètes qui avaient un besoin de spirituel. Donc il y avait toutes les religions qui étaient représentées. Il y avait en tout cas il y avait un lieu pour les gens qui étaient catholiques, protestants, pour tout, quoi. Et puis la veille de la compétition, je me sentais tellement mal que je suis allé dans une de ces chapelles, et puis j'ai demandé à parler. Il y avait un aumônier qui était là que pour les athlètes. Et j'ai demandé à lui parler, et une demi-heure après, j'ai dû aller une petite attente. Il est venu me trouver, puis là j'ai pu un peu évacuer me raconter un petit peu Là c'était vraiment le mal-être, je dois reconnaître, hein. Mais c'est quelque chose qui m'a été vraiment quand même très très profitable. Ça m'a calmé. Ça m'a pas permis de dormir la veille de la course quand même, mais c'est quelque chose qui m'a soulagé, parce que de toute façon de mon côté j'étais déjà très, comment dire, je suis croyant, la foi c'est quelque chose que je connaissais depuis 30 ans au moins, et c'est quelque chose qui m'accompagne de toute manière chaque jour. Et c'est tout naturellement que j'ai essayé de trouver de l'aide auprès d'un aumônier, quoi. Justement, avant, du coup,
tu nous sers ça sur un plateau, c'est très bien, puisque dans l'émission Décrassage, on se bat aussi pour que la spiritualité des athlètes soit aussi prise en compte et ne soit pas niée et ramenée sans arrêt à la sphère strictement privée. Donc voilà, preuve par l'image et par le son que les aumôniers servent à quelque chose. Merci d'avoir mis ça. Je voulais revenir sur ton handicap, du coup. Justement, tu dis que tu es croyant. Est-ce que, est-ce qu'à un moment, il n'y a pas eu un sentiment peut-être d'injustice par rapport à ce qui t'est arrivé? Comment est-ce que tu as géré ça? Quand j'ai eu l'accident, j'ai plutôt vécu ça comme une. À ce moment-là, je n'avais pas encore fait une démarche personnelle de foi, hein. J'ai grandi dans un milieu catholique dans mon village. J'étais plutôt content à 14 ans de pouvoir partir et de ne plus être obligé d'aller à la messe le dimanche. Et lorsque j'ai eu mon accident, j'ai plutôt vécu ça comme une punition. Parce que j'avais l'impression que j'étais peut-être un petit peu sur une mauvaise, dans une mauvaise pente, et que c'était quelque chose qui me remettait dans le droit chemin. À tort ou à raison, je pense pas que ce soit tellement fondé aujourd'hui, mais j'avais ressenti ça comme ça, puisque tu me poses la question si j'ai vécu ça comme une injustice. Ensuite, durant toute ma rééducation, non, comme une injustice, pas vraiment. Mais je suis plutôt positif et de bonne humeur, comme patient au centre. Et maintenant, j'ai perdu le fil. Non, comme une injustice, pas vraiment, pas vraiment. On me faisait comprendre que c'était des activités plutôt pas trop utiles, quoi, de faire du sport. Donc j'étais plutôt de la culpabilité. Et ça m'a desservi vraiment. Et ça s'est estompé petit à petit suite à mon parcours spirituel en lui-même où j'ai un petit peu, comment dire, passé. Ouais, ouais, oui, voilà. Et puis j'ai déculpabilisé. Et ensuite, c'était bon, quoi. Mais pendant une période de ma vie spirituelle, ça a été plutôt un frein à mon évolution sportive plutôt qu'une aide. Et dans tes échanges avec les autres athlètes que tu as côtoyés, est-ce que est-ce que tu vois ou tu discernes la différence entre le fait d'avoir une foi qui te raccroche à quelque chose de solide et de palpable par rapport à des collègues qui sont complètement athées et qui ne croient en rien et peut-être qui subissent leur handicap, du coup? Mais écoute, que ce soit en e-sport ou en sport valide, on va dire, je sens surtout. Alors, dans le haut niveau, il y a quand même, il faut, à moins d'avoir fait une démarche de foi, la mentalité qui prévaut, c'est quand même une mentalité de tueur. Il n'y a pas de, on peut pas se permettre de faire de cadeaux. Et puis il n'y a plus de copains, il n'y a plus d'amis. C'est même au sein d'un club, il y a les rivalités qui. Et ensuite, évidemment, quand il s'agit d'une sélection nationale, il y a des rivalités. Et pour chaque compétition, voilà, il n'y a pas de cadeaux. Et ça, par contre, ça aussi, ça m'a plutôt, comment dire, desservi, parce que je n'avais, du fait même de ma démarche de foi et plutôt de la douceur et ouais, on n'a pas j'avais pas cette, comment dire, cette niaque qu'ils ont. Ouais, ce côté tueur. Hmm. Ouais, voilà, ouais. Ouais. Ça fait partie des raisons pour lesquelles tu as arrêté? Non, j'ai arrêté surtout parce que j'avais l'âge d'arrêter. Ok. Et puis aussi, j'avais plus envie de faire les sacrifices que cela impliquait, hein, parce que une saison de haut niveau ou plusieurs saisons, ça commence pas au mois de mai quand il commence à faire beau. C'est fin décembre, début janvier pour ce qui concerne le cyclisme. Donc les sorties, c'est dur, hein. Quand on s'entraîne, même sous la neige, avec les mains gelées, on se dit mais pourquoi je fais ça, pourquoi je fais ça? Bon, aujourd'hui je sais pourquoi j'ai fait ça, mais c'était, mais c'est dur, hein, de faire les sacrifices quand même et de payer le prix pour arriver à faire partie du lot, quoi.
Toi, tu as arrêté assez tard parce que tu avais quel âge quand il y a eu les JO 2008? J'avais 53 ans. Ah ouais, 50. Donc du coup, à 53 ans, t'étais devant les petits jeunes, du coup. T'as réussi à être devant les petits jeunes et à leur montrer que... Alors je vais pas dire que papy fait de la résistance, mais que tu leur as montré que quand même... Mais il y en avait, de toute façon, il y en avait pas, il y en a pas dans chaque handisport, dans chaque discipline, je veux dire, du handisport, il y en a pas des milliers non plus. Dans un- c'est aussi pour cette raison-là qu'on accède assez rapidement à tout ce qui est course nationale. On n'a pas toutes les étapes intermédiaires entre régionales et ainsi de suite. Et oui, bah, de toute façon, l'âge ou pas l'âge, ils emmenaient ceux qui avaient le meilleur résultat. Mais merci beaucoup à toi. Et puis je précise aussi, moi, quelque chose qui m'a touché aussi dans ton parcours, au-delà du sport, et on n'a forcément pas le temps de l'évoquer, mais c'est aussi ton parcours de photographe où Ah oui, voilà, tu as vraiment fait des photos magnifiques et puis remporté des prix, même internationaux. oui, Donc voilà, je trouve que c'est aussi une belle preuve et puis en plus dans des endroits particuliers il y a une série sur le Sénégal par exemple, donc je suppose qu'il y avait des endroits qui étaient compliqués à atteindre en fauteuil et oui, donc oui. voilà, tu as fait de la photo urbaine, enfin vraiment des choses magnifiques que je vous conseille de Merci. découvrir. Et ça remet encore une fois en perspective le fait que bah voilà, quand on a aussi la volonté et la passion, et ben on se donne aussi les moyens de réaliser des choses magnifiques. Donc vraiment bravo, bravo à toi et merci Merci, oui. pour cet échange. Vraiment. Merci à toi. Salut tout le monde, j'espère que ça vous a plu. Et puis voilà, n'oubliez pas, surtout comme on vous le dit à chaque fois, les Jeux paralympiques, c'est fin août, début septembre. On vous encourage vraiment à regarder, à essayer d'analyser, de comprendre quelles sont les différentes catégories et surtout de respecter et d'honorer les performances de ces athlètes qui sont toujours incroyables. À plus, à très vite.